Truman Capote, Miss Bobbitt. Cette histoire est dédiée à Andrew Linden. C'est hier après-midi que Miss Bobbitt s'est fait écraser par l'autobus de 6 heures. Je ne sais trop ce qu'il convient d'en dire, après tout elle n'avait que 10 ans, mais je suis convaincue que pas un de nous dans cette ville ne l'oubliera jamais. D'abord, elle n'a jamais rien fait qui fût ordinaire. Cela dès la première fois que nous la vîmes, et c'était il y a 1 an. Miss Bobbitt et sa mère étaient arrivées par ce même autobus de 6 heures, celui qui vient directement de Mobile. Il se trouvait que c'était l'anniversaire de mon cousin Billy Bob, et c'est pourquoi presque tous les enfants de la ville étaient réunis chez nous. Nous étions alignés sur le perron de devant, en train de déguster de la glace aux fruits et du gâteau au chocolat, quand l'autobus enfila à toute allure le virage de la mort. C'était pendant cet été où on n'a pas eu une goutte d'eau. La sécheresse recouvrait tout d'une couche pareille à de la rouille. Parfois, quand une voiture passait sur la route, la poussière soulevait, planait dans l'air immobile, pendant 1 heure ou plus. Tante, elle, avait coutume de dire que si on ne pavait pas bientôt la Grand-Rue, elle allait partir pour la côte. Mais il y avait si longtemps qu'elle le disait. Quoi qu'il en soit, nous étions installés sur le perron, et la glace aux fruits fondait dans nos assiettes. Quand tout à coup, juste au moment où nous souhaitions qu'il se passât quelque chose arriva en effet, car de la poussière ocre de la route, Miss Bobbitt surgit. C'était une petite fille mince et nerveuse, habillée d'une robe de cérémonie empesée de couleur jaune citron. Elle s'avançait en minaudant, comme une grande personne, une main sur la hanche et tenant de l'autre un parapluie de vieille fille. Sa mère, traînant 2 valises bon marché et un phono à manivelle, suivait derrière. C'était une grande femme maigre, ébouriffée, les yeux inexpressifs et le sourire avide. Tous les enfants sur le perron étaient devenus si tranquilles que lorsqu'un bataillon de guêpes fit entendre son bourdonnement, les filles oublièrent de pousser leurs habituels piaillements de frayeur. Leur attention était trop fixée sur Miss Bobbitt et sa mère, qui avaient à ce moment atteint la porte d'entrée. « Je vous demande pardon, » dit Miss Bobbitt, d'une voix à la fois précieuse et enfantine, comme un joli bout de ruban, exacte et pure comme celle d'une actrice ou d'une maîtresse d'école. « Est-ce que nous pourrions parler aux grandes personnes qui habitent ici ?» Ce qui signifiait tante elle et moi, dans une certaine mesure. Mais Billy Bob et tous les autres garçons, dont pas un n'avait plus de 13 ans, nous escortèrent jusqu'à la porte d'entrée. C'était à croire qu'ils n'avaient jamais vu de fille jusque-là, pas une en tout cas qui ressemblât à Miss Bobbitt. Pour reprendre les mots de tante elle, qui a jamais entendu parler d'une enfant maquillée? Le fard donnait à ses lèvres un éclat orange. Ses cheveux, échafaudage de boucles roses, faisaient penser à une perruque pour bal costumé, et ses sourcils inclinés et marqués au crayon lui donnaient un regard averti. Son corps frêle ne manquait pas de dignité. Il y avait de la grande dame en elle, et par surcroît, elle vous regardait dans les yeux avec une franchise toute masculine. « Je suis Miss Lily Jane Bobbitt, Miss Bobbitt de Memphis, Tennessee, » annonça-t-elle solennellement. Les garçons fixèrent le bout de leurs pieds, tandis que sur le perron, les filles, sous l'impulsion de Cora McCall, que Billy Bob courtisait à l'époque, éclatèrent en une cascade de rires aigus. « Des petites campagnardes, » fit Miss Bobbitt avec un sourire condescendant, et elle fit un moulinet insolent avec son ombrelle. « Ma mère, » et cette personne sans distinction eut une inclinaison de tête pour répondre à son nom, « ma mère et moi avons retenu des chambres ici. Voulez-vous être assez aimable pour nous montrer la maison ? Il s'agit de celle de Mrs. Sawyers. »« Oh, bien volontiers, dit tante. Tante elle. Voilà la maison de Mrs. Sawyers, juste en face. C'est la seule pension de famille des alentours. Une grande bâtisse, vieille et sombre, sur le toit de laquelle sont installés une vingtaine de paratonnerres. Mrs. Sawyers a une peur bleue des orages. Devenant rouge comme une tomate, Billy Bob dit « Je vous demande pardon, madame, puisqu'il fait si chaud, et ainsi de suite, est-ce que ça vous ferait plaisir de vous reposer un peu et de prendre un peu de glace aux fruits ?»
Miss Bobbit secoua la tête. Trop nourrissant la glace aux fruits, mais je vous dis grand merci. Elles entreprirent de traverser la rue, la mère traînant à moitié ses bagages dans la poussière, mais Miss Bobbit se retourna avec une expression sérieuse. Le jaune d'or de ses yeux s'assombrit, elle les roula légèrement de côté, comme si elle cherchait à se rappeler un poème. « Ma mère a des difficultés d'élocution, annonça-t-elle rapidement. Il faut donc que je parle à sa place. » Elle poussa un soupir. « Ma mère est une très bonne couturière. Elle a fait des robes pour les femmes du monde de plusieurs villes, dont Memphis et Tallahassee. Vous avez remarqué sans doute et admiré la robe que je porte. Elle a été entièrement cousue à la main par ma mère. Ma mère peut copier n'importe quel patron et elle a gagné récemment un prix de 25$ offert par Ladies' Home Journal. Ma mère sait aussi faire du crochet, tricoter, broder. Pour n'importe quel travail de couture que vous aurez à faire, adressez-vous à ma mère, je vous prie. Je vous serai reconnaissante d'en parler à vos amis et à parents. Merci. » Et dans un froufrou de soie froissée, elle disparut. Cora McCall et les autres filles tiraient nerveusement sur leurs rubans. Elles semblaient très décontenancées et dépitées. « Je suis Miss Bobbit !» fit Cora, avec une grimace qui voulait être une imitation méchante. « Moi, je suis la princesse Elisabeth, voilà ce que je suis. » D'ailleurs, cette robe était minable au possible. Mes vêtements à moi viennent d'Atlanta, sans compter ma paire de souliers de New York, et pour ne rien dire de ma bague de turquoise qui vient en droite ligne de Mexico, capitale du Mexique. Tante Elle leur dit qu'il n'était pas charitable de se conduire ainsi envers une petite fille comme elle, et qui était étrangère en cette ville. Mais elles continuèrent comme une bande de harpies, et il y eut des garçons, les moins dégourdis, ceux qui aimaient être avec les filles, pour s'en mêler et dire des choses qui firent rougir tante Elle, laquelle déclara qu'elle allait tous les renvoyer chez eux, et que de plus elle préviendrait leur papa. Mais avant qu'elle eût pu mettre cette menace à exécution, Miss Bobbit réapparut et traversa le perron des Sawyers, affublée de vêtements différents et sensationnels. Les garçons les plus âgés, tels Billy Bob et Preacher Star, qui étaient restés assis tranquilles pendant que les filles se gaussaient de Miss Bobbit et qui contemplaient la maison où elle avait disparu, avec une expression rêveuse de désir, se dressèrent alors et descendirent jusqu'à la porte d'entrée. Cora McCall eut un petit rire méprisant et fit la moue, mais tous les autres allèrent s'asseoir sur les marches. Miss Bobbit ne nous accorda pas la moindre attention. La cour des Sawyers était ombragée par des mûriers et plantée d'herbes et d'arbustes odoriférants. Parfois, après la pluie, leur parfum est perceptible jusque chez nous. Au milieu de la cour, il y a un cadran solaire que Mrs. Sawyer installa en 1912 à la mémoire de son taureau de Boston, Sonny, qui mourut après avoir lapé un seau de peinture. Miss Bobbit traversa la cour d'un pas léger portant le gramophone. Elle alla le poser sur le cadran solaire, le remonta et mit un disque. Il se mit à jouer Le Comte de Luxembourg. La nuit était presque venue maintenant. C'était l'heure des lucioles, baignées de clarté bleue laiteuse. Les oiseaux, comme des flèches, plongeaient ensemble et disparaissaient dans le feuillage des arbres. Avant les orages, les feuilles et les fleurs semblaient être illuminées par un éclairage, un coloris particulier. Miss Bobbit, prise dans une petite jupe blanche, pareille à une houppette, les cheveux noués de rubans aux paillettes d'or étincelants, semblait, silhouettée qu'elle était sur un arrière-plan de ténèbres grandissantes, bénéficier de ce privilège lumineux. Elle se tenait sur la pointe des pieds, les bras arrondis en arceaux au-dessus de sa tête, les mains pendantes comme des corolles. Elle demeura ainsi pendant un long moment, et tante Hale dit que c'était rudement calé de sa part. Puis elle commença à valser, tournant, et encore et toujours, si bien que tante Hale finit par dire qu'elle était toute étourdie de la regarder. Elle s'arrêta seulement quand il fallut remonter le Phono. Et quand la lune se mit à dévaler les croupes montagneuses, quand les enfants furent rentrés chez eux, et que l'iris de la nuit commença à s'épanouir, Miss Bobbit était toujours là dans le noir, tournant comme une toupie. Nous ne la revîmes pas pendant quelque temps.
Preacher Star venait tous les matins et restait toute la journée jusqu'au dîner. Preacher est un garçon mince, comme un fil, avec une tignasse de cheveux roux ébouriffés. Il a 11 frères et sœurs, et ils ont peur de lui, car il a un très violent caractère, et il est célèbre par ici pour sa méchanceté jalouse. Le 4 juillet dernier, il a administré une telle correction à Holly Overton que la famille Dolly a dû l'envoyer à l'hôpital de Pensacola. Une autre fois, il coupa avec ses dents un morceau d'oreille à une mule, le mastiqua et le recracha. Tandis que Billy Bob n'eut pas grandi, Preacher Star lui en fit voir de toutes les couleurs à lui aussi. Il lui glissait du poil à gratter dans son col, lui frottait les yeux de poivre et lui déchirait ses devoirs. Et maintenant, ce sont les plus grands amis de la ville, toujours du même avis, toujours ensemble. Ils disparaissent tous les deux pendant des jours entiers, et Dieu sait où ils vont. Mais pendant cette période où Miss Bobbitt fut invisible, ils ne s'éloignèrent pas de la maison. Ils baguenaudaient dans la cour, essayaient de dégoter avec leurs frondes les moineaux sur les poteaux télégraphiques, ou bien Billy Bob jouait du ukulélé et il chantait si fort que l'oncle de Billy Bob, qui est juge de ce comté, disait que ça s'entendait jusqu'au tribunal. Miss Bobbitt, elle, ne les entendait pas, ou du moins pas une fois n'avança la tête à la porte. Et puis un jour que Mrs. Sawyer était venue emprunter du sucre, elle en raconta de belles sur ses nouvelles pensionnaires. « Vous savez, dit-elle, louchant de ses petits yeux vifs de poule, vous savez, le mari était un escroc. C'est la petite fille qui me l'a dit. Pas honte pour dessous, pas un brin. Dit que son papa est le plus cher des papas et le chanteur le plus mélodieux de tout le Tennessee. Alors je lui demande, où est-il maintenant, mon petit, ton père ? Alors, de l'air le plus détaché du monde, elle me dit, oh, il était au pénitencier et nous ne savons plus rien de lui. Vous trouvez pas que c'est à vous donner le frisson ? Et puis je crois bien que sa maman, j'ai idée que ça doit plus ou moins être une étrangère. Dit jamais un mot. Et il y a des moments où on se demande si elle comprend ce que les gens disent. Et vous savez, elle mange tout cru, œufs crus, navets et carottes crues, et jamais de viande, pour des raisons de santé, dit la petite. N'empêche qu'elle est au lit avec la fièvre depuis mardi. C'est ce même après-midi que tante Elle, qui était allée arroser ses roses, s'aperçut qu'elles avaient disparu. C'étaient des roses d'une espèce rare, et elle voulait les envoyer à l'exposition de fleurs de Mobile. C'est ce qui explique qu'elle a un peu perdu la tête. Elle téléphona au shérif. « Il faut que vous veniez ici en vitesse. Il y a quelqu'un qui m'a volé mes Lady Anne, dont je prends soin comme de la prunelle de mes yeux depuis le début du printemps. » Quand la voiture du shérif s'arrêta devant chez nous, tous les voisins de la ville sortirent sur le pas de leur porte et Mrs. Sawyers apparut, le visage tout blanc sous une couche de crème, et traversa la route entre-temps. « C'est à cause de cela !» s'exclama-t-elle, très déçue de voir que personne n'avait été assassiné. « On ne vous les a pas prises, vos roses. C'est votre Billy Bob qui les a portées chez moi et qui a dit que c'était pour la petite Bobbitt. » Tante Elle ne dit pas un mot. Elle alla seulement au pêcher et se coupa une baguette. « Billy Bob ! Oh !» Elle suivit la rue en criant son nom et elle finit par le trouver au garage Speedy avec Preacher Star. Ils étaient en train de regarder Speedy démonter un moteur. Elle attrapa Billy par les cheveux et le traîna à la maison en lui administrant une volée de bois vert. Mais elle ne put lui faire demander pardon, ni le faire pleurer. Et quand elle en eut fini avec lui, il courut à l'arrière-cour et grimpa au faîte d'un noyer et jura qu'il n'en descendrait plus. Quand son papa rentra et que ce fut l'heure du dîner, le papa alla à la fenêtre et l'appela. « Mon garçon, nous ne sommes plus fâchés contre toi, descends donc et viens dîner. » Mais Billy Bob ne voulait pas bouger. Tante Elle vint se pencher contre l'arbre. Elle parlait d'une voix douce, comme la lumière du soir. « Je te demande pardon, mon petit. Je ne voulais pas te frapper si fort que cela. J'ai fait un bon dîner, mon petit. De la salade de pommes de terre, du jambon bouilli et des œufs frits. »« Va-t'en, dit Billy Bob. Je ne veux pas dîner, je te hais comme la peste. » Son père lui dit qu'il ne devait pas parler comme ça à sa mère. Et elle se mit à pleurer.
Elle se tint là, sous l'arbre, et pleura, soulevant le bas de sa jupe pour s'essuyer les yeux. « Je t'aime bien, mon petit. Si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas battu. » Les feuilles du noyer commencèrent à remuer. Billy Bob se laissa glisser lentement jusqu'au sol. Tante Elle, lui passant les doigts dans les cheveux, l'attira à elle. « Oh, maman, disait-il. Après dîner, Billy Bob vint se jeter au pied de mon lit. Il avait cette odeur à la fois âcre et douce qu'ont les jeunes garçons, et j'eus pitié de lui, surtout parce qu'il avait l'air si préoccupé. Ses yeux étaient presque clos de soucis. « C'est une chose qui se fait d'envoyer des fleurs aux malades, remarqua-t-il judicieusement. À ce moment, le phono fit entendre un air lointain et bien rythmé. Un papillon de nuit entra par la fenêtre et volta dans l'air, délicat comme la musique. Mais il faisait nuit maintenant, et nous ne pouvions nous rendre compte si Miss Bobbit dansait. Billy Bob, comme s'il souffrait, se replia sur le lit comme un couteau qu'on ferme. Et son visage s'éclaircit soudain. Ses yeux avides de garçon vacillèrent comme deux flammes. « Elle est maligne, murmura-t-il. C'est la fille la plus maligne que j'ai jamais rencontrée. Oh, puis zut, je m'en fiche. Je cueillerais bien pour elle toutes les roses de la Chine. » Preacher, lui aussi, aurait bien cueilli pour elle toutes les roses de la Chine. Il en était aussi fou que Billy Bob. Mais Miss Bobbit ne leur accordait aucune attention. Tout ce que nous eûmes d'elle, ce fut un mot adressé à tante Elle et la remerciant pour les fleurs. Jour après jour, elle venait s'asseoir sur le perron, toujours sur son 31, et brodait, peignait ses boucles ou lisait un dictionnaire Webster, cérémonieuse, mais aimable tout de même. Si vous lui disiez bonjour, elle vous répondait bonjour. Pourtant, les garçons n'eurent jamais le courage d'aller lui parler, et la plupart du temps, ils les ignoraient, même quand il passait et repassait devant elle en baradant pour attirer son attention. Ils luttaient, jouaient à Tarzan, faisaient des acrobaties dangereuses sur leur bicyclette. C'était un spectacle attristant. La plupart des filles de la ville passaient 2 ou 3 fois par heure devant la maison Sawyers dans le seul espoir de l'apercevoir. Parmi elles, on remarquait surtout Cora McCall, Murphy Jones et Janice Ackerman. Cora refusait maintenant d'adresser la parole à Billy Bob et Janice observait la même conduite à l'égard de Preacher Star. Janice écrivit même à Preacher une lettre à l'encre rouge et sur papier à bord ajouré dans laquelle elle lui disait qu'il était plus méprisable qu'il n'était possible de le dire, qu'elle considérait leur fiançailles comme rompue et qu'il pouvait reprendre l'écureuil empaillé qu'il lui avait donné. Preacher, disant qu'il voulait être gentil, l'arrêta quand elle passa devant notre maison la fois suivante et lui dit que si elle voulait, bon Dieu, elle pouvait garder ce vieil écureuil. Il n'a jamais compris après ça pourquoi Janice s'était sauvée en braillant comme elle le fit. Mais un jour, les garçons se montrèrent encore plus déchaînés que d'habitude. Billy Bob déambulait, affublé de l'uniforme de guerre kaki de son père. Preacher, de son côté, sans chemise, s'était dessiné une femme nue sur la poitrine avec un vieux bâton de rouge à lèvres de tante Elle. Ils avaient l'air de 2 parfaits imbéciles. Miss Bobbit, allongée sur un fauteuil à bascule, ne fit qu'en bâiller. Il était midi, et il n'y avait personne dans la rue qu'une petite négresse dodue, comme un bébé, et aussi ronde qu'une prune, qui fredonnait en portant un seau de mûre. Les garçons, aussi agressifs que des moustiques, se mirent à la taquiner, lui refusant le passage, si elle ne payait pas par un gage. « Je ne m'occupe pas de gage, dit-elle. De quelle sorte de gage voulez-vous parler, monsieur ? » « Tu viens passer un moment dans la grange, dit Preacher entre ses dents. Un sacré bon moment dans la grange. Alors elle haussa les épaules d'un air fâché et dit que les séances dans la grange ne l'intéressaient pas. Là-dessus, Billy Bob bascula son seau et avec des cris aigus de cochon, elle gesticula vainement pour prévenir le désastre. Preacher, qui peut être aussi méchant qu'un démon, lui donna un coup de pied au derrière qui l'envoya s'étaler dans la poussière et dans les murs. Miss Bobbit traversa la route en trombe, agitant le doigt comme un métronome. Elle battit des mains, frappa du pied, tout à fait comme une maîtresse d'école, et dit
C'est pourtant bien connu que les messieurs sont sur cette terre pour la protection des dames. Est-ce que vous vous imaginez que les garçons se conduisent ainsi dans les villes comme Memphis, New York, Hollywood ou Paris? Les garçons reculèrent et fourrèrent leurs mains dans leurs poches. Miss Bobbit aida la petite négresse à se relever, l'époussa, lui sécha les yeux, sortit un mouchoir et lui dit de se moucher. « Jolie situation, dit-elle, bel état de choses, vraiment, quand une dame ne peut pas se promener en sécurité en plein jour. » Puis toutes deux retraversèrent la rue et allèrent s'asseoir sur le perron des Sawyers, et pendant l'année qui suivit, elles ne se quittèrent pour ainsi dire pas. Miss Bobbit et son bébé éléphant qui répondait au nom de Rosalba Cat. Les premiers temps, Mrs. Sawyers n'accepta pas de bon cœur de voir Rosalba passer ses journées chez elle. Elle déclara à tante Elle que ça vous retournait les sangs de voir une moricaude se prélasser à la vue de tous sur le perron de devant sa maison. Mais Miss Bobbit était douée d'une sorte de pouvoir magique, et quoi qu'elle entreprît, elle le menait à bien, et cela avec tant de hauteur, tant de détermination, qu'il n'y avait rien à faire qu'à l'accepter. Par exemple, les commerçants de la ville avaient coutume de ricaner quand ils l'appelaient Miss Bobbit. Mais petit à petit, elle fut Miss Bobbit pour de bon, et ils lui faisaient des petits saluts guindés quand elle passait en faisant tournoyer son ombrelle. Miss Bobbit disait à tout le monde que Rosalba était sa sœur, ce qui fut la source de bien des plaisanteries. Mais comme toutes ces idées, celle-là finit par sembler naturelle. Et quand nous les surprenions à s'appeler ma sœur Rosalba et ma sœur Bobbit, personne n'avait envie de sourire. À elles deux, elles firent des choses peu ordinaires. Il y eut l'histoire des chiens. Il y en avait un grand nombre dans notre ville, terriers, chiens de chasse, limiers. Ils erraient dans les rues désertes et surchauffées de soleil, en bandes apathiques d'une demi-douzaine, ou plus, n'aspirant tous qu'à la nuit et à la lune. Et alors, au beau milieu des heures solitaires de la nuit, vous pouviez les entendre hurler. « Quelqu'un va mourir, quelqu'un est mort. » Miss Bobbit se plaignit au shérif. Elle dit que certains de ses chiens venaient toujours se planter sous sa fenêtre et que d'abord elle avait le sommeil léger. D'ailleurs, elle était de l'avis de sa sœur Rosalba. Elle ne croyait pas du tout qu'il s'agisse de chiens, mais bien d'incarnation du démon. Bien entendu, le shérif ne fit rien du tout. Aussi prit-elle l'affaire en main elle-même. Un matin, après une nuit particulièrement bruyante, on put la voir parcourir la ville, Rosalba à ses côtés. Rosalba portait un grand panier rempli de pierres, et chaque fois qu'elle rencontrait un chien, elle s'arrêtait. Miss Bobbit l'examinait soigneusement, parfois elle secouait la tête, mais le plus souvent elle disait « Oui, c'en est un ». Et sœur Rosalba, avec une adresse féroce, saisissait une pierre dans le panier et frappait le chien entre les deux yeux. L'autre histoire concerne Mr. Anderson. Il a une chambre sur la cour chez Mrs. Sawyers. C'est une sorte de nabot pas commode qui fut autrefois un prospecteur de pétrole à la Monk dans l'Oklahoma. Il a près de 70 ans et, comme beaucoup de vieillards, est obsédé par les fonctions corporelles. En plus de ça, c'est un ivrogne invétéré. Une fois, il n'a pas dessoulé de 2 semaines. Chaque fois qu'il entendait Rosalba et Miss Bobbit se déplacer dans la maison, il se ruait sur le palier et, du fait de l'escalier, braillait à Mrs. Sawyers qu'il y avait des lutins dans les murs qui essayaient de lui voler son papier hygiénique. « Ils m'en ont déjà volé pour 15 cents, affirmait-il. Un soir, les 2 filles étaient assises sous un arbre dans la cour. Mr. Anderson, vêtu d'une chemise de nuit pour tout appareil, leur bondit dessus. « Ah, vous volez mon papier hygiénique, je vais vous apprendre, lutin, braillait-il. Faut que quelqu'un vienne à mon aide, sans ça ces démons en jupons sont capables de s'emparer de la moindre feuille qui se trouve dans cette ville. » Ce furent Billy Bob et Preacher Star qui saisirent et continrent Mr. Anderson jusqu'à ce que les adultes vinssent le ligoter. Miss Bobbit, qui avait gardé un calme admirable, dit aux hommes qu'ils ne savaient pas faire un nœud et entreprit de s'en charger.
elle fit de si bonne besogne que la circulation de Mr. Anderson fut arrêtée dans ses mains et ses pieds et qu'il lui fallut 1 mois avant de pouvoir remarcher. Ce fut peu après que Miss Bobbitt nous rendit visite. Elle vint un dimanche et j'étais seule à la maison. Le reste de la famille était allé au culte. « Il est difficile de supporter les odeurs à l'église, dit-elle, en se penchant en avant, les mains jointes d'une manière affectée. Je ne voudrais pas que vous croyiez que je suis une mécréante, Mr. C. J'ai assez d'expérience pour savoir qu'il y a un Dieu et un diable. Mais le moyen d'avoir prise sur le diable n'est pas d'aller à l'église pour entendre expliquer qu'il est un misérable gredin, prêt à tout, non. Il faut aimer le diable comme on aime Jésus, parce qu'il est puissant et vous rendra service s'il sait que vous avez confiance en lui. Il m'a souvent rendu visite, en particulier à l'école de danse de Memphis. J'invoquais toujours le diable pour qu'il m'aide à obtenir le rôle le plus important dans notre spectacle annuel. Vous comprenez? Je savais que Jésus ne voudrait rien savoir d'une histoire de danse. D'ailleurs, à la vérité, j'ai invoqué le diable tout récemment encore. Il est le seul qui puisse me sortir de cette ville. Non pas que je vive ici pour de bon, ce n'est pas ce que je veux dire. Je pense toujours à quelque autre endroit, un endroit où tout n'est que danse, comme des gens qui dansent dans la rue, où tout est joli, tels des enfants au jour de leur anniversaire. Mon cher papa dit que je vis dans les nuages, mais s'il avait vécu davantage dans les nuages lui-même, il serait aussi riche qu'il voulait l'être. L'ennui avec papa, c'est qu'il n'aimait pas le diable, mais se laissait aimer par lui. Je me débrouille très bien, moi, à cet égard. Je sais que faire. Ce qui se rapproche le plus du meilleur est encore ce qu'il y a de mieux. Venir ici était la chose la plus proche de l'idéal. Et puisque je ne puis poursuivre ma carrière, ce qu'il y a de mieux à faire pour moi est de me consacrer à une petite affaire secondaire. C'est ce que j'ai fait. Je suis le seul agent accrédité de ce comté à prendre les abonnements pour une liste impressionnante de revues comme le Reader's Digest, Popular Mechanics, Dime Detective et Child's Life. Naturellement, Mr. C, je ne suis pas venu pour vous vendre quelque chose, mais il m'est venu une idée. Ces 2 garçons qu'on voit continuellement traîner par ici, j'ai réfléchi que ce sont des hommes après tout. Croyez-vous qu'ils pourraient faire une paire d'aides présentables ? Billy Bob et Preacher Star travaillèrent dur pour Miss Bobbitt et pour Sir Rosalba. Sir Rosalba représentait une marque de cosmétiques appelée la goutte de rosée, et ça faisait partie du travail des garçons d'aller livrer leurs commandes aux clients. Billy Bob revenait si fatigué le soir qu'il avait à peine la force de manger son dîner. Tante Elle disait que c'était honteux et malheureux de voir ça, de sorte que quand Billy Bob attrapa un jour le coup de bambou, elle dit « Cette fois, ça y est, c'est décidé, Billy Bob devrait abandonner Miss Bobbitt. » Mais Billy Bob se mit à l'injurier jusqu'à ce que son père l'enfermât à clé dans sa chambre. Là-dessus, il déclara qu'il allait se tuer. Un cuisinier que nous avions eu lui avait dit un jour que si vous avaliez une platée de choux enduit de mélasse, cela vous tuerait aussi sûrement qu'une balle. C'est ce qu'il fit donc. « Je vais mourir, disait-il en se tordant et se roulant sur son lit. Je vais mourir et personne ne s'en soucie. » Miss Bobbitt arriva et lui dit de se taire. « Vous n'avez rien de grave, mon cher, vous souffrez tout au plus de brûlure d'estomac. » Puis elle fit quelque chose qui choqua tante Elle. Elle rabattit les couvertures de Billy Bob et le frotta à l'alcool des pieds à la tête. Quand tante Elle lui déclara que ce n'était pas une chose très convenable à faire pour une petite fille, elle répondit qu'elle ne savait pas si c'était convenable ou non, mais que c'était certainement très soulageant. Après cela, tante Elle fit tout son possible pour empêcher Billy Bob de retourner travailler pour elle. Mais le papa déclara qu'il fallait le laisser tranquille, qu'il devait permettre au garçon d'organiser sa vie à sa guise. Miss Bobbitt était très honnête en matière d'argent. Elle payait intégralement à Billy Bob et Preacher Star le montant de leur commission et ne se laissait jamais inviter par eux au drugstore ou au cinéma. « Vous feriez mieux de faire des économies, leur disait-elle, du moins si vous voulez faire des études, car aucun de vous n'est assez intelligent pour obtenir une bourse, même pas une bourse de joueur de football. » Mais c'est à propos d'argent que Billy Bob et Preacher Star eurent une sérieuse querelle. Ce n'était naturellement pas la vraie raison.
La raison véritable, c'est qu'ils étaient devenus terriblement jaloux l'un de l'autre au sujet de Miss Bobbit. Donc un jour, il eut le fiel de le faire en présence de Billy Bob. Pritchard Star dit à Miss Bobbit qu'elle ferait bien de vérifier soigneusement ses comptes parce qu'il était presque sûr que Billy Bob ne lui remettait pas tout l'argent qu'il ramassait. « C'est un mensonge abominable, dit Billy Bob, et d'un solide crochet du gauche, il fit tomber Pritchard Star du perron des Sawyers et le poursuivit d'un bond en plein dans une plate-bande de capucines. Mais dès que Pritchard Star se fut saisi de lui, Billy Bob n'eut plus la moindre chance. Pritchard lui frotta même les yeux avec de la terre. Pendant ce temps, Mrs. Sawyers, penchée à l'une des fenêtres du haut, poussait des cris d'orfraie et sœur Rosalba, avec la jovialité de l'embonpoint, criait non sans ambiguïté « Tue-le! Tue-le » Il n'y eut que Miss Bobbit pour garder son sang-froid. Elle brancha le tuyau d'arrosage de la pelouse et administra aux deux garçons une douche à bout portant qui les aveugla. Pritchard se remit debout en vacillant. « Chérie, dit-il, il faut que tu te décides. »« À quel sujet ?» s'enquit Miss Bobbit d'une voix courroucée. « Chérie, susurra Pritchard, tu veux pas que nous nous entretuions. Il faut que tu te décides de qui tu es réellement amoureuse. » « Amoureuse ? Mon œil, dit Miss Bobbit. J'aurais dû être assez sage pour ne pas me compromettre avec une bande de petits campagnards, si c'est comme ça que vous comprenez les affaires. Et puis, écoutez un peu, Pritchard Star, je n'ai pas besoin d'amoureux, si j'en voulais un, ça ne serait pas vous. En vérité, vous ne savez même pas vous lever quand une dame entre. Pritchard Star cracha par terre et se tourna vers Billy Bob d'un air fanfaron. « Tu vois, mon Dieu, dit-il, comme si rien ne s'était passé. Elle a un cœur de pierre et elle ne veut rien d'autre que faire fâcher deux bons amis. » On put croire un moment que Billy Bob allait consentir à renouer avec lui une amitié sans nuage. Mais, tout à coup, reprenant conscience, il recula et fit un geste. Les deux garçons se fixèrent pendant une bonne minute. Toute l'intimité qui existait entre eux se chargea des plus vilaines couleurs. Vous ne pouvez haïr si fort les gens que si vous les aimez aussi. Tout cela se peignit sur le visage de Pritchard Star, mais il ne lui restait rien d'autre à faire que s'en aller. Et c'est vrai, Pritchard, que tu paraissais si perdu ce jour-là, que pour la première fois j'ai ressenti de l'affection pour toi, si maigre et misérable dans ton désarroi, cheminant solitaire sur la route. Ils ne se réconcilièrent pas, Billy Bob et Pritchard Star. Ce n'est pas faute de le vouloir, mais simplement qu'il n'y avait aucun moyen facile de renouer leur amitié. Mais aucun des deux ne put s'en libérer. L'un savait toujours ce que l'autre était en train de faire, et quand Pritchard Star se trouva un nouveau copain, Billy Bob se mit à tourner en rond pendant des jours entiers, broyant du noir, s'emparant de quelque chose puis le rejetant, ou bien se livrant aux actes les plus extravagants, comme de se fourrer le doigt exprès dans le ventilateur électrique. Parfois, le soir, Pritchard Star s'arrêtait devant la barrière et parlait à tante Elle. C'était uniquement pour tourmenter Billy Bob, je pense. Pourtant, il continua de se montrer très aimable pour nous tous, et à Noël, il nous donna une grande boîte de cacahuètes épluchées. Il fit aussi un cadeau à Billy Bob. C'était un livre de Sherlock Holmes, et sur la page de garde, il avait griffonné « L'amitié, tel le lierre des murs, périt un jour, c'est sûr. » « C'est bien le truc le plus stupide que j'ai jamais lu, dit Billy Bob. Bon Dieu, mais quel cinglé !» Mais ensuite, et bien que ce fût un jour d'hiver et qu'il fit froid, il alla dans l'arrière-cour et grimpa au faîte du noyer, et tout l'après-midi demeura blotti dans les branches que baignait la lumière bleue de décembre. Mais le plus souvent il était heureux parce que Miss Bobbit était là, et qu'elle se montrait toujours gentille pour lui maintenant. Elle et sœur Rosalba le traitaient en homme, c'est-à-dire qu'elle lui permettait de tout faire à leur place. Par ailleurs, elle le laissait gagner au bridge à 3, ne mettait jamais en doute ses mensonges ni ne décourageait ses ambitions. Ce fut une période heureuse, mais les ennuis reprirent à la rentrée des classes. Miss Bobbit refusa d'aller à l'école. « C'est ridicule, dit-elle un jour au directeur d'école, Mr. Copeland.
qui était venu voir ce qui se passait. C'est simplement ridicule. Je sais lire et écrire, et il y a un certain nombre de personnes dans cette ville qui ont toutes les raisons de croire que je sais compter. Non, Mr. Copeland, réfléchissez une minute, et vous verrez que ni l'un ni l'autre n'avons le temps et le courage nécessaires. Après tout, cela reviendrait juste à savoir qui renoncerait le premier, de vous ou de moi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez m'apprendre ? Si vous connaissiez quelque chose à la danse, ce serait une autre affaire, mais étant donné les circonstances, je suggère qu'il vaut mieux ne plus y penser. Mr. Copeland y consentit volontiers, mais le reste de la population pensait qu'elle méritait le fouet. Horace Disley écrivit dans le journal un article intitulé « Une situation tragique ». La situation était tragique à son avis lorsqu'une petite fille pouvait bafouer ce qu'il lui plaisait d'appeler la Constitution des États-Unis. L'article se terminait par une question. S'en tirera-t-elle à ce compte ? C'est ce qu'elle fit, ainsi que sa sœur Rosalba. Seulement cette dernière était une négrillonne et personne ne s'en souciait. Billy Bob n'eut pas cette chance. Il lui fallut aller à l'école pour de bon, mais il aurait mieux fait de rester chez lui pour le profit qu'il en était. Il eut 3 0 à son premier bulletin, ce qui constitue une sorte de record, mais il n'était pas bête, et je compris qu'il ne pouvait simplement pas supporter ces heures qu'il fallait passer sans Miss Babbitt. Loin d'elle, il paraissait à moitié endormi. Il se battait continuellement. Par ailleurs, ou bien il avait un œil au beurre noir, ou la lèvre fendue, ou bien il boitait en marchant. Il ne se vantait jamais de ses bagarres, mais Miss Babbitt était assez fine pour en deviner la cause. « Vous êtes très gentil, je sais, j'ai de l'estime pour vous, Billy Bob. Seulement, je vous demande de ne pas vous battre à cause de moi. Naturellement, les gens disent des méchancetés sur mon compte, mais savez-vous quoi ? Mais savez-vous pourquoi ils le font, Billy Bob ? C'est une sorte de compliment. C'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils me trouvent absolument étonnante. » Elle avait raison. On ne prendra pas la peine de vous critiquer que si l'on vous admire d'abord. En fait, nous ne réalisâmes pleinement quelle fille étonnante elle était qu'à l'arrivée de cet homme connu sous le nom de Manny Fox. Il se manifesta d'abord sous la forme d'une série de placards aguichants affichés dans tous les magasins de la ville. Manny Fox présente la danseuse à l'éventail sans éventail et dessous en plus petits caractères, programme d'amateurs sensationnel avec pour vedette vos propres voisins. Premier prix, droit à une authentique épreuve d'admission à Hollywood. Tout cela devait avoir lieu le jeudi suivant. Les billets étaient vendus $1, ce qui représente beaucoup d'argent pour ici. Mais ce n'est pas souvent que nous avons quelque chose du genre spectacle de nu. Aussi chacun se fendit de son argent et mena grand bruit autour de l'événement. Les petits gommeux du coin firent des plaisanteries obscènes toute la semaine, qui tournaient tout autour de cette danseuse à l'éventail sans éventail, laquelle se révéla être la femme de Manny Fox. Ils s'étaient installés au camp de touristes de Chucklewood, sur la grande route, mais ils étaient tous les jours en ville, passant et repassant dans la vieille Packard, sur chaque porte de laquelle était peint en toutes lettres le nom de Manny Fox. Sa femme était une actrice rousse, au langage poissard, avec des lèvres humides et des paupières mouillées. À dire vrai, elle était plutôt grosse, mais en face de Manny, elle semblait assez frêle car il avait l'embonpoint d'une barrique. Ils établirent leur quartier général à la salle de billard, et tous les après-midi on pouvait les voir attabler et discutant gaiement avec tous les fainéants de la ville. Il apparut bientôt que les activités de Manny Fox ne se limitaient pas au seul théâtre. Il dirigeait aussi une sorte de bureau de placement. Il fit savoir petit à petit que, moyennant une somme de $150, il se chargeait de trouver pour les garçons entreprenants du pays des places de premier choix sur les bateaux faisant le transport de fruits entre la Nouvelle-Orléans et l'Amérique du Sud. Ordinairement, on ne trouverait pas 2 garçons par ici, ne serait-ce que $5 en poche. Pourtant, il y en eut une bonne douzaine qui réussirent à trouver l'argent. Ada Wellington réunit tout ce qu'elle avait économisé pour acheter à son mari un monument funéraire orné d'un ange et le donna à son fils. Quant au papa d'Essie Trump, il hypothéqua sa récolte de coton. Mais vint le soir du spectacle.
Ce fut un soir qui fit tout oublier. Les hypothèques, la vaisselle sur l'évier de la cuisine. Tante Elle remarqua. « Ne dirait-on pas qu'on va aller à l'opéra ?» Tant chacun avait soigné sa tenue, était reluisant et parfumé. La salle n'avait pas été si pleine depuis le soir où on avait attribué le service de table en argent véritable. Presque tout le monde avait un parent qui jouait dans la revue. C'est pourquoi il fallait réprimer pas mal de nervosité. Miss Bobbitt était la seule concurrente que nous connaissions vraiment bien. Billy Bob ne pouvait rester assis tranquille. Il ne cessait de nous répéter que nous ne devions applaudir personne d'autre que Miss Bobbitt. Tante Elle dit que ce serait extrêmement mal élevé, ce qui mit Billy Bob dans tous ses états une fois de plus. Et quand son père nous acheta des sacs de maïs grillés, il ne voulut pas y toucher, de peur de se poisser les mains, et nous dit-il autre chose, il nous serait reconnaissant de ne pas faire de bruit en mangeant notre maïs pendant que Miss Bobbitt serait sur scène. L'annonce de sa participation au spectacle avait été une surprise de dernière minute. C'était assez logique et il y avait eu des indices qui auraient dû nous renseigner. Le fait par exemple qu'elle n'avait pas quitté la maison Sawyers depuis je ne sais combien de jours, et le gramophone qui marchait la moitié de la nuit, tandis qu'on apercevait sa silhouette tournoyante à travers le store, sans compter l'air mystérieux et figé que prenait sœur Rosalba quand on lui demandait des nouvelles de Miss Bobbitt. Donc, son nom figurait sur le programme, le second de la liste en fait, bien qu'elle n'apparût pas avant un long moment. Manny Fox vint d'abord, débordant de graisse, un sourire paillard aux lèvres. Il raconta une suite d'histoires grivoises en battant des mains et s'ébaudissant à grand bruit. Tante Elle déclara que s'il racontait encore une histoire comme ça, elle quitterait la salle. C'est ce qu'il fit, mais elle ne bougea pas. Avant que ce fût le tour de Miss Bobbitt, 11 concurrents défilèrent entre autres Eustachia Bernstein, qui imitait les vedettes, mais leur donnant à toute sa propre voix. Puis il y eut un vieux aux oreilles en anse de cruche, coiffé d'un bonnet de laine, qui venait du fin fond de la campagne et qui joua Valser Matilda sur une scie musicale. Ce fut le clou de cette première partie du spectacle. Non pas d'ailleurs qu'il y eut une différence marquée dans la manière dont le public accueillait les différents numéros. Tout le monde applaudissait généreusement. Tout le monde, à l'exception de Preacher Star. Il était assis 2 rangées devant nous et accueillait chaque numéro avec une sorte de braiement sonore de mépris. Tante Elle dit qu'elle ne lui parlerait jamais plus. La seule personne qu'il daigna applaudir fut Miss Bobbitt. Certainement le diable était avec elle, mais elle le méritait. Elle surgit, ondulant des hanches, faisant voler ses boucles et rouler ses yeux. On pouvait déjà deviner que ça n'allait pas être un de ses numéros ordinaires. Elle traversa la scène en battant du pied et en relevant délicatement le bord de sa jupe d'un bleu vaporeux. « Jamais vu quelque chose d'aussi sensationnel, dit Billy Bob en se frappant la cuisse. Et tante Elle dut convenir que Miss Bobbitt était vraiment très mignonne. Quand elle commença à tourner, le public tout entier éclata spontanément en applaudissements. Aussi recommença-t-elle le tout en enjoignant d'une voix sifflante. Plus vite, à la pauvre Adélaïde qui donnait au piano le meilleur échantillon de ce qu'elle avait appris à l'école du dimanche. Je suis née en Chine et j'ai été élevée au Japon. Nous ne l'avions jamais entendue chanter. Elle avait une voix sonore et crissante comme du papier de verre. Si vous n'aimez pas mes pêches, ne restez pas devant mon panier. Tante Elle en eut le souffle coupé. Et elle lut encore bien plus quand Miss Bobbitt, d'une secousse, releva sa jupe et exhiba des dessous de dentelle bleue, ce qui lui valut des sifflets enthousiastes que les garçons réservaient pour la danseuse sans éventail, ce qui fut d'ailleurs aussi bien comme on s'en aperçut plus tard. Car cette personne au son de l'air « An apple for the teacher » en s'accompagnant de « Ohé, ohé » accomplit son numéro habituel en maillot de bain. Mais montrer son derrière ne fut pas le triomphe final de Miss Bobbitt. Miss Adélaïde entama dans les notes graves une sorte de bruit de tonnerre menaçant et à ce signal, sœur Rosalba, portant une chandelle romaine allumée, se rua sur la scène et la tendit à Miss Bobbitt, qui était en train de faire le grand écart. Elle le fit donc,
Et juste au moment où elle l'accomplissait, la chandelle éclata en gerbes incandescentes, rouges, blanches et bleues, et nous dûmes nous lever parce qu'elle avait entonné le Star Spangled Banner de toute la force de ses poumons. Tante Elle devait nous confier par la suite que ça avait été un des spectacles les plus magnifiques qui lui était donné de voir sur une scène américaine. Incontestablement, Miss Bobbit avait bien mérité son test à Hollywood, et comme par ailleurs elle avait gagné le concours, on pouvait penser qu'elle l'obtiendrait. Manny Fox l'en avait assuré. « Ma petite, vous avez l'étoffe d'une vraie star. » Seulement, il s'esquiva de la ville le lendemain, ne laissant rien d'autre que de cordiales promesses. Surveillez le courrier, mes amis, vous aurez tous bientôt de mes nouvelles. Ce fut ce qu'il dit au garçon dont il avait pris l'argent et également à Miss Bobbit. Il y a 3 distributions par jour et ce groupe important se retrouvait au bureau de poste, troupe joyeuse qui perdit peu à peu son entrain. Comme leurs mains tremblaient quand une lettre était glissée dans leur boîte. Un silence terrible s'abattit sur eux à mesure que les jours passaient. Chacun savait ce que les autres pensaient, mais ne pouvait se décider à l'exprimer à haute voix. Pas même Miss Bobbit. Mrs. Patterson, la postière, ne mâcha pas ces mots. Elle. « Cet homme est un escroc, déclara-t-elle. Je l'ai su dès le début, et si je dois contempler la tête que vous faites un jour de plus, je me flanque à l'eau. » Finalement, au bout de 2 semaines, ce fut Miss Bobbit qui rompit le charme. Ses yeux s'étaient éteints, à un point que personne n'aurait jamais pu supposer. Mais un jour, après la dernière distribution, elle retrouva son entrain coutumier. « Eh bien, mes amis, c'est la loi de Lynch maintenant. » Et elle dirigea sans plus attendre la troupe entière jusque chez elle. Ce fut la première réunion du club pour la pendaison de Manny Fox. Organisation qui subsiste encore à ce jour sous une forme plus sociable, bien que Manny Fox ait été arrêté depuis longtemps et pendu, pour ainsi dire. C'est à Miss Bobbit qu'il en faut attribuer tout le mérite. En 1 semaine, elle établit 300 exemplaires du signalement de Manny Fox et les expédia à tous les shérifs du Sud. Elle écrivit aussi aux journaux des villes les plus importantes, ce qui suscita un vaste intérêt pour l'affaire. À la suite de cela, 4 des jeunes gens escroqués se firent offrir des postes bien payés par la United Fruit Company et à la fin du printemps, quand Manny Fox fut arrêté à Up High, Arkansas, où il était en train de refaire le même coup, l'association des jeunes filles américaines Sunbeam attribua à Miss Bobbit un de ses prix pour la récompense d'une bonne action. Mais curieusement, elle eut à cœur de faire savoir que ce prix ne l'enchantait guère. « Cette association ne me plaît pas, » déclara-t-elle. « Cette manie bruyante qu'elles ont de tout claironner, ce n'est ni vraiment généreux ni guère féminin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une bonne action ? Ne soyons pas dupes, c'est quelque chose que vous faites pour obtenir autre chose en contrepartie. » Il serait réconfortant de dire qu'elle se trompait et que sa juste récompense, quand elle l'obtint enfin, ce fut à la bonté et à l'amour qu'elle l'a dû. Mais ce ne fut pas le cas, cependant. Il y a 1 semaine environ, tous les jeunes gens victimes de l'escroquerie reçurent des chèques de Manny Fox, les remboursant de l'argent perdu, et Miss Bobbit, décidée à agir sans ménagement, fit son entrée à une réunion du club qui sert maintenant d'excuse pour boire de la bière et jouer au poker le samedi soir. « Mes amis, déclara-t-elle, à l'endroit où faites, aucun d'entre vous n'a jamais espéré récupérer cet argent. Maintenant que vous l'avez, vous devriez l'investir dans quelque chose de sûr. Ma personne, par exemple. » Et elle leur proposa de mettre leur argent en commun et de financer son voyage à Hollywood. En retour, ils recevraient 10% de ses gains, ce qui, dès qu'elle serait devenue une star, et cela ne demanderait pas longtemps, les rendrait tous riches, du moins, ainsi qu'elle le dit, pour cette partie du pays. Personne ne voulait le faire, mais quand Miss Bobbit vous regardait, que pouvait-on dire ? Depuis lundi, il fait un temps pluvieux. Légères averses d'été traversées de soleil, mais les nuits sont sombres et toutes bruissantes, de feuilles qui s'égouttent, de chansons d'eau, de remuements de bêtes éveillées. Billy Bob ne peut dormir, ses yeux sont secs. Tout ce qu'il entreprend a une saveur amère et sa langue est aussi raide qu'un bâton de cloche. Ça a été dur pour lui ce départ de Miss Bobbit.
À ses yeux, elle signifiait bien autre chose. Autre chose que quoi? Que d'avoir 13 ans et d'être fou amoureux? Elle représentait les choses les plus singulières en lui, le noyer par exemple, et son amour des livres, et cette tendresse qu'il vouait aux êtres, même s'il devait le blesser. Elle incarnait toutes les choses qu'il avait peur de laisser voir à quiconque. Et dans l'obscurité, la musique filtrait à travers la pluie. N'y aura-t-il point de nuit où nous l'entendrons comme si elle était réellement présente? D'après-midi où, malgré l'ombre, ou parmi les ombres soudain troublées, Miss Bobbit apparaîtra devant nous, se déployant comme un joli morceau de ruban. Elle était tout sourire pour Billy Bob. Elle lui prenait la main, elle l'embrassait même. « Je ne vais pas mourir, lui disait-elle. Vous viendrez là-bas, nous escaladerons une montagne et nous vivrons tous les trois ensemble, vous, moi et sœur Rosalba. » Mais Billy Bob savait qu'il n'en serait jamais ainsi, et c'est pourquoi, quand la musique, la nuit arrivait jusqu'à lui, il fourrait sa tête sous son oreiller. La journée d'hier, toutefois, fut auréolée d'une sorte de grâce étrange. C'était le jour du départ, vers midi. Le soleil se montra, répandant avec lui dans l'air tout le parfum des glycines. Les roses Lady Anne de tante Elle venaient de refleurir, et elle fit une chose merveilleuse. Elle dit à Billy Bob qu'il pouvait les cueillir et les offrir à Miss Bobbit pour son départ. Tout l'après-midi, Miss Bobbit fut sur le perron entourée de gens qui s'arrêtaient pour lui dire adieu. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à aller à la communion, toute de blanc vêtue, avec une ombrelle blanche. Sœur Rosalba lui avait donné un mouchoir, mais elle dut le lui redemander parce qu'elle ne pouvait s'arrêter de sangloter. Une autre petite fille apporta un poulet cuit pour manger dans l'autobus, sans doute. Le seul ennui, c'est qu'elle avait oublié de le vider avant de le cuire. La mère de Miss Bobbit dit que ça ne faisait rien, le poulet était toujours du poulet. Ce qui était mémorable, car c'est la seule opinion qu'elle ait jamais exprimée. Il n'y avait eu qu'une note discordante. Preacher Star demeurait depuis des heures à aller et venir au coin de la rue, tantôt jouant à pile ou face, tantôt se cachant derrière un arbre, comme s'il voulait n'être vu de personne. Cela rendit tout le monde nerveux. 20 minutes avant l'heure de l'autobus, il monta lentement la rue et vint se pencher contre notre grille. Billy Bob était encore dans le jardin à cueillir les roses. Il en avait assez maintenant pour une gerbe de feu de joie, et leur parfum envahissait tout comme une vague. Preacher Star le fixa jusqu'à ce qu'il levât la tête. Pendant qu'il se regardait, la pluie se remit à tomber, fine comme de l'embrun et colorée par un arc-en-ciel. Sans un mot, Preacher Star s'avança et aida Billy Bob à répartir les roses en 2 énormes bouquets. Ensuite, ils les apportèrent jusqu'au bord du trottoir. De l'autre côté de la rue, il y avait un bourdonnement de voix, mais quand Miss Bobbit les aperçut, ces 2 garçons dont les visages apparaissaient derrière les fleurs comme de pâles lunes, elle descendit les marches en courant, les bras tendus. On pouvait prévoir ce qui allait arriver. Nous criâmes, nos voix perçant la pluie comme des éclairs, mais Miss Bobbit, courant vers ces lunes de roses, ne parut pas nous entendre. C'est alors que l'autobus de 6 heures l'écrasa. Des petites